Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce lundi 6 juin 2016, premier jour du mois béni de Ramadan pour la communauté musulmane de notre pays. Le croissant lunaire a en effet été aperçu hier dans un village de la localité de Dogirawa, c'est dans la région de Tawa, donnant ainsi le début du mois de carême pour l'ensemble des musulmans de notre pays. Le jeûne a débuté, rappel sur ses bienfaits et son importance pour le musulman, avec Oustaz Ben Salah dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim et Nasser Seydou. Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam et c'est une obligation pour les musulmans d'entamer le jeûne une fois que le croissant lunaire ait été aperçu. Alors pourquoi le mois de Ramadan a-t-il été institué pour les musulmans? L'imam Ben Salah précise les raisons de l'imposition du mois de Ramadan pour les musulmans. Toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepte le jeûne. Il est à moi. Allah qui n'a besoin de rien, par qui tout subsiste, qui subsiste par lui-même, par qui tout subsiste, dit que le jeûne est à lui, que le jeûne lui appartient. Tout le reste, on le fait pour nous-mêmes, mais le jeûne, on le fait pour lui. Et comme quand on jeûne, on ne peut pas comprendre que quelqu'un est en train de jeûner. C'est pas comme la prière. Quand quelqu'un prie 5 fois par jour, on sait qu'il est en train de prier. Mais si ce n'est pas le jeûne du mois béni de Ramadan. Et même ça, on ne sait pas qui jeûne et qui ne jeûne pas. Si on rencontre notre sœur dans la rue, parce qu'elle ne jeûne pas, elle est en état de mastrue, on ne peut pas savoir si elle jeûne ou non. Autant ça n'apparaît pas, autant Allah dit que j'ai caché la récompense que j'ai réservée aux jeûneurs. Seul moi sait. Ce que je lui ai réservé, de ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, aucune imagination n'a jamais effleuré, dans la félicité éternelle de mes jardins d'Éden, de mon paradis al-Firdaus, ou que sais-je encore. Pendant 29 jours ou 30 jours, les musulmans seront tenus d'observer le jeûne. Aussi convient-il de savoir les personnes qui sont habilitées à jeûner. Tout musulman, pubère, en bonne santé, résident, doué de raison. Quand ces conditions sont remplies, il n'est plus question pour nous de surseoir à observer le Ramadan jusqu'à l'année prochaine. Non, 3 fois non. C'est un pilier de l'islam. 4e pilier de l'islam, on l'a dit, c'est un rappel, institué en l'an 2 de l'Hégire à Médine. Eh bien, ces personnes-là sont obligées d'observer le mois béni de Ramadan. Étant un mois de dévotion par excellence, le mois de Ramadan est d'une grande importance pour les musulmans qui l'observent. Nous sommes la meilleure des communautés. Ça ne dépend pas de nous. C'est le Coran qui le dit. C'est Allah qui le dit, souverainement. Et seule sa volonté va prévaloir. Eh bien, parce que nous sommes les meilleurs, Allah nous a fixé un mois dans l'année, un rendez-vous avec sa sainteté, afin de nous permettre de faire le plein de bonnes œuvres, afin de nous permettre de rectifier le tir, de parfaire notre comportement dans le cadre de l'humainement possible, afin de nous permettre de voir partir nos péchés, aussi grands et aussi compliqués fussent-ils, pendant ce mois béni de Ramadan. Ainsi, il est attendu des musulmans d'adopter un comportement irréprochable afin d'amasser le maximum de bénédictions pendant ce mois de Ramadan. Voilà, ce mois béni de Ramadan est donc un mois de dévotion. C'est également un mois de forte consommation. Plusieurs produits sont en effet fortement demandés à cette période. Malheureusement, c'est cette période que choisissent les opérateurs économiques, les commerçants, pour augmenter les prix des produits les plus demandés sur le marché. Et déjà, on a pu le constater ce matin dans divers marchés parcourus par une équipe de la télévision Labari composée de Halid Bourema et Asmaou Seydou. Comme il fallait s'y attendre, le constat qui se dégage sur les marchés au premier jour de ce mois béni de Ramadan, les prix de certains produits ont déjà grimpé. Impuissants face à cette flambée des prix, les clients ne cachent pas leur déception. À cette période, tout ce qui touche comme produit de consommation coûte cher. C'est un mois pendant lequel les gens doivent chercher la bénédiction de Dieu. On devrait arranger entre nous. Il y a certains condiments qui se produisent ici chez nous. cette
Les prix ont grimpé à cause du jeûne du mois de Ramadan. Avant, tu peux acheter la pomme de terre à 400 francs. Maintenant, ça a grimpé à 700 francs, voire 800 francs. La salade, 3 pieds à 500 francs. En cette première journée de Ramadan, l'ambiance n'est pas comme celle des autres jours. Les clients se bousculent pour leur achat. Au niveau des bouchers, pour le moment, les prix sont stables, rassurent les bouchers. Le prix de la viande à notre niveau n'a pas grimpé. Le kilo se vend toujours à 2500 francs CFA et puis la qualité varie. Pour le mouton, le prix reste toujours à 3000 francs CFA. Ailleurs, le mois béni est une période mise à profit par les commerçants et les revendeurs pour réduire les prix des produits. Mais ici à Niamey, c'est plutôt le contraire. Ne dit-on pas de multiplier les bonnes œuvres pendant ce mois pour avoir la bénédiction de Dieu? Voilà donc ce que l'on peut retenir en cette première journée du mois béni de Ramadan et déjà très bonne rupture à toutes et à tous. Un autre fait de l'actualité en ce lundi 6 juin 2016, c'est la situation sécuritaire dans la région de Difa, notamment après l'attaque meurtrière du 3 au 4 juin dernier de la localité de Bosso par les éléments de la secte islamiste Boko Haram. Une attaque qui, c'est un rappel, a fait une trentaine de morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité du Niger. Et bien après cette attaque, hier, le ministre de la Défense était au niveau de la localité de Bosso pour remonter le moral des troupes, mais également compatir après le décès de la trentaine de militaires, également soutenir les populations de cette localité qui ont déjà fui pour venir vers le village voisin de Toumour. C'est un campement Peul. Mais on apprend aujourd'hui aussi que les habitants de ce groupement Peul, donc de Toumour, sont en train de déserter la localité par crainte d'une autre attaque de la secte islamiste Boko Haram. Dans la journée, en effet, beaucoup d'informations ont circulé sur un retour des éléments de la secte Boko Haram dans la ville de Difa. Cet après-midi, la rédaction de la télévision La Bari a joint au téléphone un habitant du groupement Peul de Toumour pour confirmation. Je propose de l'écouter. Les habitants de Toumour sont en train de quitter actuellement le village pour crainte d'attaque de Boko Haram. Les gens fuient car on ne se sent pas en sécurité. De la façon dont je vois la population a peur, je ne pense pas que des gens vont encore rester cette nuit à Toumour. Il y en a même ceux qui n'attendent pas les véhicules. Ils ont préféré quitter à pied. Les gens convergent vers Kinchandi, Kablewa et Difa. Moi, je ferai tout pour m'approcher du goudron. Comme ça, c'est plus facile pour moi d'avoir un véhicule qui va m'acheminer à Difa. En tout cas, tout le monde a appelé bagage. Ceux qui ont les moyens prennent les véhicules. Ceux qui n'en ont pas, ils quittent à pied. Actuellement, même les agents de l'État fuient Toumour. Voilà, c'était une situation pour le moins confuse et sur laquelle jusqu'ici les autorités, en tout cas que ce soit régionales ou nationales, ne communiquent pas. L'hôtel Terminus de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture de l'atelier de validation de la Convention sur la co-régulation des médias au Niger. L'atelier est organisé par le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec l'Observatoire nigérien indépendant des médias politiques et la déontologie, l'ONIMED. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Zakou. Le présent atelier de validation de la Convention sur la co-régulation des médias au Niger qu'organise le Conseil supérieur de la communication CSC en collaboration avec l'ONIMED et la Maison de la presse vise à renforcer le professionnalisme et le sens de responsabilité des médias et des journalistes nigériens à travers la création et l'institutionnalisation d'un cadre de co-régulation. Ici au Niger, comme ailleurs dans beaucoup de pays, l'institutionnalisation de la co-régulation est sous-tendue par trois constats majeurs. Le premier constat est que les instances de régulation et d'autorégulation poursuivent fondamentalement le même objectif, qui est celui d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des médias, tout en veillant au respect scrupuleux des règles d'éthique et de déontologie. Le deuxième constat
quant à lui, laisse apparaître que les organes d'autorégulation manquent d'autorité et donc d'efficacité, au moment où les instances de régulation, elles, sont le plus souvent, ou en tout cas leurs décisions, sont assimilées à des violations des droits de la liberté de la presse ou sont considérées même comme parfois à la solde des gouvernements. Le troisième constat est que la régulation et l'autorégulation, dans le contexte mondial marqué par une évolution fulgurante des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne peut accomplir convenablement sa mission prise individuellement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la co-régulation, une mission conjointe CSC, ONIMED et Maison de la Presse a séjourné à Cotonou au Bénin du 18 au 20 avril dernier. Au cours de son séjour, cette mission a échangé avec toutes les parties prenantes de la co-régulation au Bénin afin de s'enquérir de l'expérience de ce pays en la matière. Et du retour donc au Niger, un comité ad hoc tripartite composé donc des représentants du Conseil supérieur de la communication, ceux de la Maison de la Presse et de l'ONIMED, a été mis en place pour élaborer un projet de convention sur la co-régulation des médias. Et ce projet a été par la suite soumis aux instances décisionnelles des différentes parties prenantes. Et c'est la synthèse de toutes ces observations qu'aujourd'hui nous soumettons à l'appréciation des participants à cet atelier, afin de pouvoir l'enrichir et l'adopter officiellement. 3 présentations seront faites au cours de ces assises et à la fin, les participants vont formuler des propositions et recommandations qui seront validées par la suite en vue d'atteindre l'objectif. La société de banque Orabank Niger récompense ses meilleurs clients. Un tirage au sort a été organisé à cet effet cet après-midi au niveau du siège de la dite banque et sur les 19 clients qui ont été retenus, 10 ont été récompensés en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantoufou. À l'entame de cette cérémonie de ce premier tirage au sort pour ce mois de Ramadan, Dorabank Niger a l'intention de ses clients ayant un compte d'épargne dans ses différentes agences de Niamey, Maradi, Agadez et Tilaberi. Il a d'abord été présenté par le soin d'un huissier de justice les critères d'éligibilité. Le présent tirage va concerner les comptes d'épargne qui ont été ouverts entre le 16 mai 2016 et le 31 août 2016. Et ces comptes doivent être, pour faire partie du tirage, doivent être crédités de la somme d'au moins 250 000 francs et doivent être bloqués. Donc c'est pourquoi aujourd'hui vous allez trouver que normalement on avait 1050 comptes qui ont été ouverts. Mais ce n'est pas tous ces 1045 comptes qui sont concernés par le tirage d'aujourd'hui parce qu'ils ne remplissent pas la condition qui était la condition sine qua non qui était d'avoir 250 000 francs au minimum et que le compte soit bloqué. Donc aujourd'hui, le tirage va concerner que seulement 19 comptes. Donc c'est sur les 19 comptes seulement qu'on va tirer 10. Ça ne suivi après le tirage au sort. Sur les 19 clients retenus, 10 aura chacun un carton de sucre. Selon le directeur général de cette institution financière, plusieurs raisons ont motivé cette promotion des comptes d'épargne. Il faut tout d'abord dire que le taux de bancarisation dans notre zone de l'UEMOA et en particulier au Niger, le taux de bancarisation est très faible. Cela ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de richesse. C'est dans ce sens que nous pensons qu'il est important d'entreprendre des actions qui vont permettre de mobiliser l'épargne intérieure. Alors, pourquoi l'épargne intérieure? Parce que nous savons que nous avons des financements qui peuvent venir de l'extérieur, mais nous savons aussi que nous avons des richesses importantes qui sont thésaurisées dans les cases. Et je pense que c'est une occasion d'inviter justement les clients qui ont une capacité financière à sortir ces richesses et les placer au niveau des banques. Ça, c'est le premier aspect, ça veut dire le taux de bancarisation qu'il faut participer à relever. La deuxième motivation, il faut dire quand même que la banque a un rôle d'intermédiation financière. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de mobiliser
l'épargne, c'est-à-dire la richesse des clients qui ont une capacité financière pour financer justement les clients qui sont dans le besoin. Faisons cette épargne par tirage. Cela permet en réalité d'associer, comme on le dit, associer l'utile à l'agréable. C'est associer l'utile à l'agréable. C'est ainsi que nous avons organisé ce tirage qui va greffer certains avantages à cette épargne que les clients auront à constituer dans les livres de la banque. Quel est cet avantage? C'est les cartons de sucre à l'occasion du mois de carême. Dans l'agenda promotion des comptes d'épargne, des moutons seront mis en jeu pour la fête de Tabaski ainsi que des billets d'avion pour Dubaï. Orabank Niger, un partenaire à votre écoute. Le ROTAB, le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, a initié, comme vous le savez, une caravane de sensibilisation sur la création d'un fonds pour les générations futures. Ce fonds, en rappel, a été institué par l'article 153 de la Constitution de notre pays. Et bien, après la région de Tillabéri, la mission de sensibilisation a récemment séjourné à Maradi, à Zender et à Difa. Nous allons vous proposer dans cette édition d'abord de suivre le résumé de l'entretien que l'équipe de sensibilisation, la mission donc de sensibilisation du ROTAB a eu avec les autorités régionales de la capitale économique de notre pays, à savoir Maradi. C'est avec nos envoyés spéciaux Abouakar Souley et Michel Deji. La première étape de cette mission à Maradi a été la rencontre avec le bureau du conseil régional auquel la vice-coordonnatrice du ROTAB a expliqué le pourquoi de cette caravane. Nous sommes dit ici, on avait l'initiative depuis qui avait l'Iranien plus de 40 ans. Si on avait pensé en ce moment de mettre quelque chose de côté, infime soit-il, aujourd'hui, la génération que nous sommes aura quelque chose entre les mains pour faire face à certains besoins. Et c'est un fonds qui peut régénérer de l'argent, qui ne sont pas épuisables. Alors, ces ressources que le Niger regorge aujourd'hui, ce sont des ressources épuisables dans l'état et dans l'espèce. On est en train d'exploiter aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Un plaidoyer auquel le conseil régional de Maradi a dressé une oreille attentive et salué les efforts que ne cesse de déployer le ROTAB afin que les recettes des industries extractives profitent véritablement au peuple nigérien. En tout cas, l'importance de ce fonds nous plaît à démontrer. Nous sommes tous d'accord à démontrer que c'est important, n'est-ce pas, le fait, n'est-ce pas, que ce fonds soit créé, que ce fonds soit bien géré et que ce fonds, n'est-ce pas, soit destiné à ces différentes générations. Non, si le plan de la condition, c'est normal. L'article 153 l'a dit. C'est clair, c'est la mise en œuvre qui reste. L'application de la condition. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, le président qui est garant de la condition. C'est clair. Donc, comme au niveau du conseil régional, par exemple, de Maradi, au niveau d'une session, nous allons prendre ce thème et le développer avec le député présent. Il n'y a pas une meilleure chose que ça, là. Prenons uniquement les 22 députés de Maradi qui sont renseignés et qui prennent l'engagement d'aller à la prochaine session de l'Assemblée poser la question. Il faut qu'on laisse quand même un bon héritage. Et c'est à nous de créer ces fonds. Franchement, quoi. On est prêts, en tout cas le conseil de Maradi, nous sommes prêts avec vous, franchement, pour continuer à créer les conditions. Franchement, quoi. Voilà. Des actions également saluées par le président du conseil de ville de Maradi. Donc, nous, en tant qu'autorité locale, nous sommes vraiment disponibles, Inch'Allah, pour notre appui, pour que ce projet puisse prendre route, on le dit. Avant de prendre congé des personnalités rencontrées, la délégation du ROTAB leur a remis les dépliants de sensibilisation sur le bien fondé de la création de ce fonds, avant de les exhorter à continuer à leur niveau le plaidoyer auprès de qui de droit, conformément au rôle qui leur est dévolu en tant que représentants des populations. Voilà, après ces rencontres avec les autorités locales de Maradi, la mission de sensibilisation du ROTAB a organisé une conférence publique au lycée d'Ambascoré de Maradi pour davantage expliquer maintenant à un large public les objectifs de la création de ce fonds pour les générations futures, prévu donc à l'article 153 de la Constitution du Niger. Retrouvons nos envoyés spéciaux Abouakar Souley et Michel Deji. Le combat du ROTAB est déterminant dans le cadre de cette sensibilisation à la base avec pour seul objet
L'opportunité pour les autorités actuelles d'œuvrer en faveur de la concrétisation de cette disposition de l'article 153 de la Constitution de la 7e République. Des communications qui ont suscité d'amples engouements du côté des participants. Moi, je suis un ministre ou un chef du gouvernement ou un premier ministre ou un président de la République ou une équipe. Je vais partir d'une équipe. Je négocie des fonds au niveau de la DFMI, de la Banque mondiale, de la BOAD, du Fonds africain de développement, sur 30 ans ou 40 ans. Mais vous croyez que même pour 30 jours, moi, c'est une difficulté. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui vais payer ça. C'est ceux-là qui vont payer. Et pour qu'ils payent, et au moment où ils vont arriver à payer, peut-être le pétrole là, n'est plus. L'uranium n'est plus. L'or n'est plus. Tout le reste là, c'est parti. Parce que nous avons exploité, nous avons bouffé et nous n'avons pas passé. Si le ROTAB en est le porte-flambeau, le pilier, c'est à votre honneur. Nous nous en réjouissons et nous vous demandons de voir, au-delà de votre seul cadre, comment embarquer tout ce monde, tout ce Niger, dans cette initiative. Quels sont les moyens que vous avez de pression pour obliger l'État à constituer ce fonds-là? Des inquiétudes auxquelles les organisateurs de cette caravane ont des éléments de réponse. Certains participants à cette conférence nous ont posé la question de savoir si nous pensons que les autorités peuvent écouter cette doléance. Évidemment, à ces questions, nous avons dit que les autorités n'ont pas le choix en fait, parce que c'est une disposition constitutionnelle et le président de la République a géré sur les livres saints de respecter, de faire respecter la Constitution. Évidemment, avec un peuple qui n'est pas mobilisé, les autorités peuvent traîner les pas. Mais à partir du moment où elles-mêmes elles sont favorables et avec une pression du peuple, il est évident que cette disposition constitutionnelle peut être mise en œuvre de façon assez pratique. Pour le ROTAB, en plus de l'exigence constitutionnelle, le contexte actuel qui se caractérise d'abord au plan international par la baisse du cours du baril de pétrole et celle du prix de l'uranium et ensuite au plan national par l'endettement important de l'État sont autant d'arguments qui peuvent justifier la mise en place immédiate de ce fonds de la part des pouvoirs publics. Une autre conférence débat pour refermer cette fois-ci ce journal et cette fois-ci c'est de la politique. C'est une conférence débat organisée le week-end dernier à Dosso, la capitale des Armakoy, par les jeunes des partis politiques de l'opposition réunis au sein de ce qu'ils ont appelé l'état-major de la jeunesse engagée pour l'alternance au Niger. Ils sont allés sensibiliser les jeunes de cette localité Dosso donc sur leur rôle dans un contexte dit de résistance citoyenne. Je propose de suivre le résumé de cette conférence avec c'est un élément de notre consoeur donc la télévision Bonferré. Rôle du militant politique dans un contexte de résistance citoyenne, c'est la thématique développée par l'intraitable Ibrahim Bana face à ses camarades de la jeunesse de l'opposition à Dosso sous l'égide de l'état-major de la jeunesse engagée pour l'alternance. De prime abord, Ibrahim Bana a fait observer une minute de silence à l'assistance, à la mémoire des civils et FDS tombés suite à la récente attaque de la nébuleuse Boko Haram à Bosso. Il a ensuite fait une longue genèse sur le dernier processus électoral de février et mars dernier. À ce propos, Ibrahim Bana est catégorique. Issoufou Mahamadou a usurpé le pouvoir et sa renaissance acte 2 est illégitime, a-t-il affirmé. C'est pourquoi il a demandé à ses camarades d'avoir confiance aux leaders de l'opposition et comprendre que le combat politique dans ce contexte de résistance citoyenne ne peut se faire que dans l'engagement, la détermination et la discipline, et non dans la désobéissance civile que prônent certains militants. La constitution du Niger ne prévoit pas de désobéissance civile. Et tout parti qui se hasarde à appeler à la désobéissance civile se mettra sous le coup de la loi et pourra être interdit de manière régulière et légale. Donc on est obligé de respecter les décisions qu'auront à prendre nos leaders. Donc le comportement, c'est la discipline et le deuxième comportement, c'est l'engagement.
L'engagement, la discipline, c'est de ne pas remettre en cause les décisions de nos leaders. L'engagement, une fois que les partis de la COPA ou du futur front qui va être formé bientôt, ils disent de sortir pour marcher sur l'ensemble du territoire national, que tous les militants sortent et montrent à Issoufou, comme ils l'ont démontré le 20 mars, que son pouvoir est illégitime, qu'il est issu d'un hold-up électoral, que Issoufou a volé le suffrage du peuple nigérien. Ça ne se fera pas à travers la violence, ça se fera dans le respect de la Constitution et des lois de notre pays. Et on montrera à la face du monde que le Niger est mal géré. C'est comme ça qu'on lutte contre un régime autocratique. L'état-major de la jeunesse engagée pour l'alternance tire des enseignements positifs de cette conférence débat en rapport avec les objectifs visés. Le premier objectif, c'est un objectif donc, de réveil, de mobilisation, de remobilisation donc, de la jeunesse. Le deuxième objectif, c'est d'apporter donc, notre soutien donc, au conseil donc, des leaders donc, de la COPA par rapport à leur prise de décision au sortir donc, des élections. Au terme donc, de cette conférence, le premier enseignement que nous tirons, c'est d'abord donc l'engagement donc de la jeunesse de Dosso par rapport à cette conférence que nous avons eu à tirer. Deuxième enseignement que nous tirons, c'est en tout cas donc la clarté avec laquelle donc le conférencier donc a animé donc ce point en tout cas par rapport donc à cette jeunesse. Le conférencier a également saisi l'opportunité de cette rencontre pour éclairer ses camarades sur l'unité qui caractérise l'opposition politique, la gestion des questions sécuritaires par le régime de Issoufou Mahamadou et la récente nomination du fils du président de la République au cabinet de son papa. Des allures monarchiques couplées d'une fuite en avant pour protéger, selon Ibrahim Bana, son fils contre toute poursuite dans l'affaire des fonds pour l'achat des armes du Nigeria voisin. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.